Un petit 2-3 secondes. C'est bon, c'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Si vous le voulez, on va débuter cette séance publique du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer. Nous sommes le 9 février 2026. J'y vais avec la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, la période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès-verbal du 19 janvier 2026. 4, dossier de la mairie. 4.1, sanctions administratives pécuniaires pour manquement au règlement sur la qualité de l'eau potable. 4.2, appui aux demandes de l'Union des municipalités du Québec quant à l'abolition du programme de l'expérience québécoise et les restrictions au programme des travailleurs étrangers temporaires. 4.3, politique de long pour la période du 11 novembre 2025 au 2 février 2026. 4.4, correspondance. En 5, direction générale et greffe. 5.1, rapport d'audit portant sur les codes d'éthique et de déontologie. Dépôt du rapport final de la Commission municipale du Québec. 5.2, règlement 2026-507, instituant un programme de remboursement de la tarification de compensation du service d'aqueduc égout et de la collecte du traitement des ordures pour un deuxième logement intergénérationnel. 5.3, règlement 2026-508 sur la tarification. 5.4, règlement 2026-509 décrétant une dépense au montant de 908 295 et un emprunt au montant de 908 265. Oh, les montants ne concordent pas. Je viens de le réaliser, là. Peut-être je vais valider c'est quel des bons, là. C'est 995 ou 965. Je vais vérifier, M. le maire. Parfait. Merci. Ouais, il y a un 30 ou quelqu'un qui doit dans 30 pièces à quelqu'un. Concernant l'acquisition d'un camion autopompe pour la sécurité incendie, on vous valide le montant là, avant d'adopter la résolution. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. 5.5, fixation du terme de l'emprunt du règlement parapluie 2024-489 décrétant une dépense au montant de 950 000 et un emprunt au montant de 950 000 concernant des travaux de rénovation d'infrastructures récréotouristiques. 5.6, horaire de la période des fêtes 2026. 6, trésorerie, 6.1, compte à payer au 31 janvier 2026. 6.2, liste des contrats comportant une dépense de plus de 2000 avec un même contractant et composant une dépense totale de plus de 25 000 dépôts. 6.3, budget 2026 de l'Office d'habitation Baie des Chaleurs. 6.4, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 464 600 $ qui sera réalisé le 2 mars 2026. Dossier de l'urbanisme et de l'environnement, nomination d'un nouveau membre au comité d'urbanisme. Demande de dérogation mineure Schulbred, lot 3 887 246. Demande de dérogation mineure au 786, deuxième rang. 7.4, demande d'autorisation en forte pente au 177-185 boulevard Perron. 7.5, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale sur la rue de la Montagne. Le lot 6 289 431. 7.6, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale au troisième rang, lot 4 542 024. 7.7, demande de démolition au 136, route 132 ouest. 7.8, une demande de construction de 14 logements résidentiels abordables avec le super pouvoir en matière d'habitation. 30 et 32 rue Comeau. 8, développement et tourisme, engagement pour l'implantation d'une borne numérique d'information touristique. 9, loisirs, culture et vie communautaire, soutien financier à la 4e édition du Festival international de journalisme. Après ça, on va à 11, dossier de la sécurité publique, achat de 6 habits de combat incendie en 11.1. 11.2, acquisition de camions incendie pour la ville et la municipalité de Maria. Autorisation pour l'appel d'offres. 12, prochaine séance. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et 16, levée de la séance. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. David Landry. Merci. Excusez-moi, M. le maire, j'ai bien vérifié, c'est 908 295. 295. Qui aurait dû figurer aux deux endroits. Excellent, merci. On va pouvoir y aller avec la période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. Parmi ce que vous avez nommé, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe les résolutions pour adopter ces points? Sinon, pour toute autre question, évidemment, il y aura la période de questions à la fin. Ça vous va? Procès verbal, en 3, on a l'adoption du procès verbal de notre dernière séance ordinaire du 19 janvier 2026. Si c'est conforme, j'aurai besoin d'un d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par Denise Leblanc. Merci. En 4, dossier de la mairie. 4.1, sanctions administratives pécuniaires pour manquement au règlement sur la qualité de l'eau potable. En fait, c'est un point d'information qui
fait suite là, à une nouvelle que vous avez peut-être vu circuler là, sur le site de Radio-Canada qui faisait référence à une sanction que la Ville a reçue. Effectivement, on a reçu une amende de 3 500 pour un manquement. Pourquoi on en parle ce soir? C'est simplement que la nouvelle mentionnait la sanction sans plus. Puis on trouvait important de venir préciser un peu, d'expliquer le contexte. Là. Ce qu'on voulait vous rassurer dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu au niveau de la qualité de l'eau. L'eau est de bonne qualité. Pourquoi on a eu cette sanction-là? C'est une erreur là, qui ne devrait plus se reproduire, mais à chaque semaine, on fait environ 120 tests d'eau par année qui sont envoyés dans un laboratoire indépendant au Bas-Saint-Laurent. Il y en a qui sont toutes les semaines, il y en a qui sont tous les mois, puis il y en a qui sont 3 mois. Donc 4 fois par année. Et dans ce cas précis-là, c'est un test qui doit être fait à chaque trimestre. Donc, il y a 4 tests qui doivent être envoyés au laboratoire et on a prélevé les échantillons, on les a envoyés au laboratoire à Rimouski. Et lorsqu'il est venu le temps de les ouvrir pour les analyser, les échantillons étaient expirés. Il y a un délai qui est très court entre le moment où on le prélève et le moment où l'analyse doit être faite. Par le passé, on utilisait le service des autobus voyageurs là, avec Orléans Express. C'était très rapide, le colis arrivait la même journée. Maintenant, ce service-là ne fonctionne plus pour nous, donc on utilise d'autres moyens, mais ça arrive qu'on est serré, on est hors délai pour l'analyse. Ce qui est arrivé spécifiquement dans ce cas-là, c'est que l'échantillon qui a été jugé inadmissible, c'est arrivé en fin de trimestre. Et là, on a reçu un nouveau kit, on a reprélevé les échantillons, on a envoyé les nouveaux échantillons, ils ont été analysés, ils sont conformes. C'est les trianométhanes qui ont été évalués. Puis on est très en deçà là, des seuils, là. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Mais ils ont été analysés dans le trimestre d'après. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un trimestre où il n'y a pas eu d'analyse conforme. Et c'est là qu'il y a eu, c'est pour cette raison-là que le ministère nous a signifié. Donc, il n'y a pas d'inquiétude quant à y avoir la qualité de l'eau. Maintenant, ce qu'on fait maintenant, on demande les kits puis on procède au test en début de trimestre. Ça nous laisse 3 mois. Si jamais il arrive, par cette situation-là, ça arrive que les échantillons, il y a un délai trop long pour le transport. Mais au moins, on peut se reprendre dans le cadre du même trimestre pour éviter que cette situation-là arrive de nouveau. C'est arrivé, en fait, la même situation sont arrivées 2 années consécutives, mais exactement la même chose. C'est ce qui fait que le ministère a sévi. Mais je voulais simplement vous en informer et vous dire que c'est cette expérience-là. Bon, on a pris acte, puis on a corrigé, puis ça devrait plus se reproduire. Alors voilà, 4.2, appui aux demandes de l'Union des municipalités du Québec. Quant à l'abolition du programme de l'expérience québécoise et les restrictions au programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est un sujet d'actualité là, présentement au Québec. Là. Je pense que suivant des modifications au programme, un changement de programme là, au Québec, on avait avant un programme de l'expérience québécoise et maintenant il a été remplacé par un programme de sélection des travailleurs qualifiés. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais l'enjeu qu'on voit, c'est qu'on a des gens qui se sont installés partout dans les régions, à Carleton-sur-Mer, qui sont venus travailler dans un programme qui leur permettait d'être ici 2 ans avec l'espoir et des bonnes garanties de pouvoir demeurer ici après. Et là, on se retrouve avec le changement de programme-là, que c'est plusieurs personnes qui ne sont plus, qui doivent retourner dans leur pays d'origine. Donc, on perd des travailleurs, on perd des familles en région. C'est une grande problématique. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons les petits cœurs bleus que vous voyez. Là. C'est une initiative de l'Union des municipalités du Québec là, en soutien aux travailleurs, travailleuses issus de l'immigration du territoire qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc, il y a comme différentes demandes dans cette résolution-là. Il y en a qui sont adressées à Québec, au gouvernement du Québec, d'autres qui sont adressées au gouvernement du Canada, à Ottawa, parce que c'est une compétence partagée, l'immigration. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont arrivés ici avec le programme de l'expérience québécoise, le PEQ, qui se sont fait promettre des choses, puis finalement, il y a un changement des règles du jeu en cours. Nous, ce qu'on demande à Québec, c'est d'avoir une clause grand-père pour permettre de maintenir ces travailleurs étrangers-là qui étaient dans le programme PEC pour qu'ils puissent rester ici. Puis au gouvernement fédéral aussi, c'est lui qui donne les permis de travail et les nationalités, voyons, j'oublie le terme, bon, je vais y arriver, mais c'est le gouvernement du Canada là, qui peut déterminer la citoyenneté, qui peut octroyer une citoyenneté canadienne. Et on a des personnes qui veulent changer d'un programme, qui veulent migrer vers le nouveau programme au Québec,
mais les délais sont longs entre les deux, puis ce qui fait en sorte que Canada leur refuse ces délais-là. Donc, à cause du fédéral, certains doivent s'en aller à cause du fédéral, d'autres à cause du provincial. Nous, ce qu'on demande aux deux paliers de gouvernement, c'est pouvez-vous reconnaître ces travailleurs-là et donc leur donner une clause grand-père, tout simplement. Est-ce que ça vous convient? Quelqu'un propose? Régis Leblanc a fait la proposition. Merci. 4.3 maintenant, politique de dons, période du 11 novembre au 2 février, 11 novembre 2025 au 2 février 2026. Il y a quelques dons. Cégep de Carleton-sur-Mer pour le programme de soins infirmiers qui veut faire un voyage humanitaire au Pérou, 200 $ qui est octroyé. Table de concertation des années, rencontre régionale de concertation pour 300 $. Le Cégep de la Gaspésie des îles, le programme de sciences nature, faire un voyage scientifique au Costa Rica. C'est un montant de 500 $. Le comité Arbre Mémoire d'Environnement Vert Plus pour un projet de livre mettant en valeur les arbres patrimoniaux, 250 $. Et le club de karaté BD pour un camp provincial de karaté ici à Carleton-sur-Mer au printemps, 300 $. Voilà, c'est un point d'information. Dans les correspondances, maintenant, on a différentes correspondances au cours du dernier mois. Principalement, là, on avait une lettre là, qui nous proclamait, là, suite à la dernière résolution, comme étant une municipalité là, qui a adhéré au mouvement pour la santé mentale du Québec. On a aussi reçu une réponse positive du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il y a une demande qui avait été faite pour ajouter des panneaux pour demander aux gens de réduire le bruit, principalement aux véhicules lourds là, qui utilisent le frein moteur. Le ministère des Transports a accepté d'implanter des panneaux d'affichage dans le secteur du Golfe, qui sont plus problématiques. Secteur aussi là, où est Construction Malois, là, Service Québec. Et finalement, là, lorsqu'on s'en va vers l'ouest, qu'on arrive, là, on descend, on arrive dans le secteur Saint-Omer, là, souvent les camions vont ralentir dans ce secteur-là. Donc, 3 endroits ciblés où il y aura des affiches installées pour inciter les camionneurs, les automobilistes à réduire leur bruit. On ne peut pas obliger, on ne peut pas interdire l'utilisation du frein moteur, par exemple. C'est quand même un dispositif de sécurité pour arrêter. On peut demander de faire attention. C'est ce que le ministère nous a dit qu'il allait faire. Maintenant, ça nous amène, je continue avec le point 5, dossier de la Direction générale et du greffe, 5.1, rapport d'audit portant sur les codes d'éthique et de déontologie, dépôt du rapport final de la Commission municipale du Québec. La Commission municipale, c'est une entité qui relève du ministère des Affaires municipales, mais qui est indépendante, qui accompagne les municipalités, qui peut faire des enquêtes et qui font à chaque année différents rapports d'audit. Donc, ils vont prendre, on a une série de réglementations qui s'appliquent au monde municipal. Et ils vont prendre les réglementations, puis ils vont vérifier, ils vont prendre des échantillons de municipalités au Québec, puis ils vont vérifier s'ils respectent ces réglementations-là. Dans notre cas, il y avait ciblé une douzaine de municipalités pour voir, on a des obligations en termes d'éthique et de déontologie, on a des codes d'éthique et de déontologie à respecter, il y a des formations obligatoires pour les élus, et ils voulaient vérifier si on a respecté ces procédures-là. Ils ont fait un audit chez nous. Et on est sorti de là en disant oui, on respecte la procédure, mais il y a quand même des recommandations qu'ils nous ont faites pour aller plus loin avec notre code d'éthique et de déontologie. Tous les membres du conseil l'ont reçu, ont reçu la formation. Les employés aussi ont reçu le code, ça leur a été présenté. Ils me demandent d'aller plus loin encore, de faire des rencontres entre le conseil, les membres du conseil et l'équipe pour échanger davantage, entre autres, sur l'éthique, faire des activités de sensibilisation en continu dans l'équipe, donc aller plus loin à ce niveau-là. C'est ce qu'on va faire. On va produire un petit plan d'action pour démontrer à la commission municipale qu'on va aller un peu plus loin à ce niveau-là. Et on va ce soir aussi, la présente résolution, c'est la commission nous exige de présenter publiquement en fait, le conseil, notre directeur général avait l'obligation de présenter le rapport au conseil municipal, aux membres du conseil, et là, on doit le déposer en séance publique. Et ce qu'on va s'engager à faire ce soir en séance publique, dans cette résolution-là de dépôt, c'est aussi de mandater Mme Leblanc, Denise Leblanc, comme conseillère qui va travailler à réfléchir là, avec notre directeur général à voir quoi mettre dans ce plan d'action-là qu'on veut pour aller un peu plus loin. Si vous voulez voir le rapport complet, là, il est disponible sur le site de la commission municipale et plusieurs autres audits sur les états financiers, sur les budgets, les processus budgétaires, etc., qui sont surveillés dans le monde municipal. Est-ce que ça prend une résolution sur un dépôt?
Oui, vu que puisqu'on nomme Mme Leblanc, on va prendre un ou une proposeur pour proposé par Esteban Figueroa. Merci. 5.2 maintenant, règlement 2026-507 instituant un programme de remboursement de la tarification de compensation du service d'aqueduc égout et de la collecte du traitement des ordures pour un deuxième logement intergénérationnel. On adopte le règlement ce soir. On l'a présenté à la dernière séance publique. L'idée derrière ça, c'est de reconnaître là, des maisons où il y a deux personnes de même famille, parents, enfants ou frères, sœurs de plus de 65 ans. Normalement, lorsqu'il y a deux personnes, il y a deux logements, ben, il y a toujours deux taxes de services qui sont chargées pour l'aqueduc, l'égout, les matières résiduelles. Ce qu'on vient faire avec ce règlement-là, c'est on vient reconnaître là, pour favoriser les logements intergénérationnels. On leur dit, ben, si vous êtes deux personnes d'une même famille, avec certains critères, on va vous rembourser cette deuxième tarification-là. On va charger une fois pour les services plutôt que de deux fois. C'est une demande qui nous avait été faite là, à plusieurs reprises au cours des dernières années. Et techniquement, les comptes de taxes sont envoyés. C'est deux logements pour deux logements. Mais ensuite, les gens doivent à chaque année venir à l'hôtel de ville, démontrer qu'ils sont partis d'une même famille, qui respectent les critères du programme, puis on va pouvoir rembourser une tarification sur deux. Est-ce que ça vous convient? Quelqu'un propose? Proposé par Denise Leblanc. Merci. Règlement maintenant en 5.3 2026-508 sur la tarification. C'est le règlement là, général qu'on doit adopter à chaque année qui vient déterminer l'ensemble des tarifications à la ville, tant des permis de construction, les dérogations mineures, tarification au quai des arts, la location de salles, le camping, tout est dans ce grand règlement-là unifié. Et on se doit de l'adopter. Évidemment, on a tenu compte de ces nouveaux tarifs-là lorsqu'on a fait le budget à l'automne dernier pour établir nos revenus anticipés. Ça va? Alain Turcotte en fait la proposition. Merci. 5.4, règlement 2026-509 décrétant une dépense au montant de 908 295 et un emprunt au montant de 908 295. Concernant l'acquisition d'un camion autopompe pour la sécurité incendie, avis de motion et dépôt du projet de règlement, on en a parlé déjà, ça fait partie du plan triennal d'immobilisation. On doit remplacer un camion incendie, c'est notre camion autopompe, le plus petit des deux. Comme Maria a des besoins similaires, avait aussi besoin de remplacer leur camion, on a décidé d'aller ensemble vers un appel d'offres conjoint pour faire diminuer les coûts. L'estimé qui est fait par le consultant qui travaille là, pour le véhicule, c'est 830 255. Il y a une résolution qui va arriver un peu plus tard là, en fin de rencontre, mais on va aller en appel d'offres là, dans les prochains jours, aux prochaines semaines. Là-dessus, on estime un prix de 830 000. Il faut ajouter à ça 25 000 pour des équipements qui sont fournis avec le véhicule. Les honoraires du consultant, on s'est séparé les honoraires à deux municipalités puisqu'on travaillait les deux avec Maria là-dessus, c'est 10 000. Et il faut ajouter les taxes nettes. Là, on paye l'équivalent de 5 des taxes. Ça fait un total de le montant que vous avez de 908 295. Oui. Est-ce que ça vous va pour le règlement d'emprunt? Oui, David Landry propose, merci. 5.5, fixation du terme de l'emprunt du règlement parapluie 2024-489 décrétant une dépense au montant de 950 000 et un emprunt au montant de 950 000 concernant des travaux de rénovation d'infrastructures touristiques. C'est un règlement d'emprunt parapluie, c'est-à-dire qu'il peut faire pour différents projets d'une même nature. On avait fait un règlement d'emprunt de 950 000 qui visait deux éléments. Premièrement, on avait prévu refaire les bâtiments de service au camping. Ça fait peut-être 2 ans de ça. Montant de 500 000 est arrivé des grandes marées, des tempêtes en janvier qui ont fait qu'il y a de l'eau qui est rentrée dans nos bâtiments. Donc, on a décidé de tout arrêter avant de donner des contrats. Puis, on va attendre. Là, présentement, il y a une firme, il y a des études qui sont faites là, sur l'évolution des changements climatiques dans la ville. On va attendre les résultats de cette étude-là. Ils analysent tout le site du camping avant de procéder à des améliorations des bâtiments. On va commencer par voir comment va se comporter l'évolution des changements climatiques et la submersion côtière, voir si les bâtiments sont au bon endroit, est-ce qu'on devrait les relever, vous comprenez, là, avant de les rénover, on va s'assurer qu'on fait la bonne chose. Donc, il y a quand même une portion de 500 000 qui est prévue dans ce règlement, qui n'est pas utilisée, mais qui est prévue dans le règlement d'emprunt. Et l'autre partie, c'est 450 000, c'est pour le projet d'irrigation au golfe, pour le côté mer, qui a été réalisé à l'automne dernier. C'est ce qui totalise 950 000. Et dans le règlement d'emprunt parapluie, on était venu dire que pour ces deux projets-là, on voulait les amortir, les rembourser sur une période qui pouvait aller jusqu'à 20 ans.
Et là, ce soir, on vient confirmer qu'on souhaite aller sur une période, un terme de 20 ans pour le projet d'irrigation du Golfe. On vient le préciser parce qu'on s'est donné des marges de manœuvre dans le règlement, mais on vient préciser ce soir qu'on est sur un terme de 20 ans. Ça va? Quelqu'un propose? Proposé par Esteban Figueroa. Merci. 5.6, horaire de la période des fêtes. Chaque année, la convention collective prévoit que le conseil doit déterminer l'horaire de fermeture de l'hôtel de ville pour que les employés puissent planifier leurs vacances. Ce qu'on va faire avec cette résolution-là, maintenant, c'est qu'on va changer un peu la nature de la résolution par rapport à ce qui est à l'ordre du jour, là, mais on va venir autoriser notre directeur général, les greffiers, trésoriers, à lui-même déterminer les horaires d'ouverture. Ce n'est pas nécessaire que ça soit chaque année revenir au conseil avec une résolution. Donc, M. Audette pourra, là, en début d'année, confirmer aux syndicats et aux syndiqués là, les horaires de fermeture. Donc, ça pourrait être fait rapidement, mais la résolution, ça vise simplement à lui permettre de déterminer cet horaire-là. Ça va? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Ça nous amène en 6, la trésorerie. 6.1, compte à payer au 31 janvier. Vous avez tous reçu la liste des comptes à payer. C'est un montant de 590 679,22, très précisément. Si c'est conforme, j'aurai besoin d'un proposeur pour l'adopter. Alain Turcotte propose. Merci. 6.2, liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même contractant et composant une dépense totale de plus de 25 000 de dépôt. Ça aussi, c'est une obligation qu'on a dans le monde municipal de rendre compte des contrats qui sont donnés, des factures qui ont été payées. Pour les factures de plus de 2 000 à une même entreprise ou à une même organisation qui, en bout d'année, totalise plus de 200 000. Donc, s'il y a plusieurs factures de plus de 2 000 qui s'additionnent, qui donnent au-delà de 200 000, on doit les colliger dans un document et les présenter. C'est pour 2025, pour l'an dernier. Ça nous permet d'avoir un suivi, là, on a un suivi mensuel, mais un peu plus, une vision globale. C'est tous les gros contrats qui ont été donnés. On a acheté des équipements incendies pour 64 000, par exemple. Des collectes des déchets, c'est plusieurs paiements de 25 000 Eurovia pour du pavage. Donc, c'est les gros contrats, les gros chèques qui ont été faits au cours de l'année dernière, les contributions industrielles Alliance pour l'assurance vie de nos employés, ministère du Revenu, etc. Donc, c'est un document qui est pour déposer, qui est aussi disponible sur le site web de la Ville, si vous voulez voir en intégralité. 6.3, budget 2026 de l'Office municipal d'habitation Baie-des-Chaleurs, l'Office regroupé pour les immeubles qui sont sur le territoire de Carleton-sur-Mer. La Société d'habitation du Québec rembourse. C'est toujours déficitaire, évidemment, là, les activités de ces logements sociaux et abordables-là. Le gouvernement du Québec rembourse 90% du déficit. La Ville rembourse 10% du déficit. Et là, dans leur budget pour 2026, ils anticipent la portion à la charge de la Ville, le 10% de la Ville pour nos immeubles ici, c'est 20 320 $. Donc, il faut s'engager, nous, à payer cette somme-là. C'était prévu au budget municipal qui a été adopté l'automne dernier. Quelqu'un propose? Proposé par Esteban Figueroa. Merci. 6.4, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 464 600 $ qui sera réalisé le 2 mars 2026. On prévoit aller sur les marchés pour aller contracter un emprunt. De ça, il y a des règlements d'emprunt qu'on doit refinancer aux 5 ans. Il y a un règlement d'emprunt qui est à refinancer. Et il y en a un autre, il y en a deux autres. Là, en fait, là, le premier de 2024, je les oublie, je vais poser la question tantôt, je ne l'ai pas noté. Ces règlements d'emprunt-là, c'était le 260 000, l'irrigation du Golfe, le 260 000, effectivement, merci. Je n'ai parlé tout à l'heure. Donc, finalement, on avait pour le règlement d'emprunt anticipé un 450 000. Finalement, c'est 260 000 la dépense, la charge à la Ville, puisqu'on est allé chercher des commandites. La Société de développement et de mise en valeur de la SDMC a pris de l'argent dans son revenu. C'est un organisme qui est rattaché à la Ville, là, mais dans son surplus, on a pris une portion des surplus pour payer une partie de l'irrigation. Et la MRC Avignon aussi a donné une contribution financière dans ce projet-là. Ce qui fait que ce qui va être à la charge par règlement d'emprunt, c'est 260 800 et le 116 000 qui complète
cette résolution-là, c'est le pavage. Chaque année, on fait bon an, mal an, entre 100 et 150 000 de pavage, de réparation de sections de rue. Et on doit donc mettre ça ensemble et faire une résolution de concordance pour un emprunt par billet en attendant le gouvernement du Québec va pouvoir aller sur les marchés pour aller chercher des taux d'intérêt. Prochaine rencontre, on pourra aller officiellement avec l'emprunt et confirmer le taux d'intérêt. Mais entre-temps, ça prend cette résolution-là. Ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Amélie Dallaire. Merci. Prochain point. C'est le 7, dossier de l'urbanisme et de l'environnement, plusieurs dossiers d'urbanisme ce soir. 7.1, nomination d'un nouveau membre au comité d'urbanisme. Il y avait 2 sièges de libre. On avait comblé un siège à la dernière séance publique. Et ce soir, on a un deuxième siège à combler. Et le conseil souhaite nommer M. François Légaré, qui avait signifié son intérêt à participer au comité consultatif d'urbanisme. Quelqu'un propose? Proposé par Régis Leblanc. Merci. C'est évidemment, là, on fait toujours un avis à tous dans le hublot. On invite les gens à déposer leur candidature. Parmi les candidatures reçues, on sélectionne une personne qui était cette fois-ci basée sur les lettres qu'on a reçues là, de motivation qui ont été adressées. 7.2 maintenant, demande de dérogation mineure pour Schulbred, lot 3 887 246. Ça vise la création d'une rue au privé à l'ouest de la rue Leblanc. Donc, tout près de la cantine Amigua, la route Saint-Louis, cantine Amigua, la route Leblanc. Si on continue vers l'ouest, il y aura une autre rue qui serait une rue privée qui serait implantée là pour débloquer 4 terrains pour faire donc éventuellement avoir 4 résidences. La réglementation dit que pour lorsqu'il y a 2 rues, il doit y avoir un minimum de 60 mètres entre le centre de chacune de ces rues-là. Et dans ce cas-là, on arrive à 54,52 mètres au centre à centre des 2 rues projetées. Le comité consultatif d'urbanisme en a fait l'analyse. Il y avait quelques demandes, entre autres, avait demandé au promoteur, au propriétaire qui veut faire cette rue-là, d'aller valider auprès des voisins, de demander des signatures, ce qu'on va vous montrer à l'écran, je pense. Demander des signatures des voisins pour voir s'il y a une certaine adhésion. Il y a les 4 ont adhéré. Vous le voyez là. Donc, ce qu'on voit en mauve, c'est vraiment le lot qui a été acheté et qui serait subdivisé. Dans la partie exacte là où est le curseur, là, il y aurait une rue dans la portion droite du lot en mauve. Cette rue-là se trouve à 55 mètres du centre de la rue Leblanc qui est à droite que vous voyez à l'écran. Donc, un petit peu plus près que la réglementation. Ça respecte la réglementation à l'exception de cette distance-là. Le propriétaire, suite à la demande du CCU aussi, le propriétaire s'est engagé à mettre un mur végétalisé pour séparer entre la rue et les maisons existantes. Et donc, avec ces éléments-là, le CCU recommande d'accepter cette dérogation mineure. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Oui. David Landry a fait la proposition. Merci. 7.3, maintenant, une demande de dérogation mineure au 786, deuxième rang, le lot 4 542 014. La demande vise à régulariser une marge latérale. On va vous montrer là aussi, vous allez pouvoir voir à l'écran. Marge latérale ouest, c'est une maison où il y a une véranda qui a été ajoutée et la véranda est à une distance de 0,43 mètres de la ligne de l'eau. La réglementation municipale prévoit une distance de 2 mètres, donc il est trop près de la ligne. Comme c'est une situation existante depuis plusieurs années, si le lot qui est voisin, ça se trouve être c'est identifié deuxième rang, mais c'est un peu la portion très carrée. Là. Si vous allez dans le deuxième rang par la rue Charles E. Bernard, là, qui a la courbe à 90 au bout, si vous tournez vers l'ouest, vers la gauche, on emprunte le très carré avec la route de gravier. Il y a une résidence qui est là. Vous voyez, la véranda est très près de la ligne rouge, est à 0,43 mètres. Comme le terrain voisin, c'est un lot agricole, il n'y a pas de voisins autour immédiat là, qui pourraient être dérangés par ça, puis c'est une situation qui est existante depuis plusieurs années. Le CCU recommandait d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce que ça vous va?
Oui, quelqu'un propose. Régis Leblanc propose. Merci. 7.4, demande d'autorisation en forte pente au 177-185 boulevard Perron. C'est les lots 3 547 134 et 3 547 131. C'est une zone où il y a le sud de la propriété est en situation de forte pente. Au bas de la pente, il y a la voie ferrée là, qui passe. Vous allez pouvoir le voir à l'écran. Et bon, les propriétaires veulent faire un agrandissement pour implanter un garage double et un espace spa. Et comme c'est près d'une forte pente, ça prend une autorisation d'un ingénieur pour valider que les travaux qui sont prévus soient conformes, soient sécuritaires. C'est ce qui a été fait. Firma Globe a déposé un rapport avec des recommandations, mais nous dit essentiellement que c'est sécuritaire d'implanter ce bâtiment-là, ce qui nous permet de répondre à notre règlement sur les fortes pentes. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Alain Turcotte en fait la proposition. Merci. 7.5 demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 6 289 431 rue de la Montagne. C'est sur le Mont-Saint-Joseph. C'est un lot, si vous allez, c'est la portion là, où il y a un champ là, agricole, là, je ne sais pas si c'est encore cultivé, là, mais il y a une portion avec un champ. Là. Le promoteur souhaite subdiviser ce lot-là et créer un petit lot qui est contigu à la rue de la Montagne, qui serait directement accessible par la rue de la Montagne. Vous allez voir, c'est possible de remonter là, juste la partie en turquoise, là, vous voyez ça, c'est le lot qui est tel que... Donc, c'est le terrain qui existe présentement. Puis dans l'autre portion, dans l'autre tableau, après, vous allez voir que c'est juste une petite section du lot en haut. Là où est le curseur, vous voyez, l'espèce de rectangle, c'est un lot qui serait créé à même le grand, qui est collé qui est contigu avec la rue de la Montagne. Donc, l'idée, c'est la demande, c'est une demande de lotissement pour créer ce nouveau lot-là. Ça respecte notre réglementation, ça respecte le PIA. Après ça, pour pouvoir y construire ou aménager ou faire des aménagements sur ce lot-là, ça va prendre d'autres demandes de permis à la ville pour autoriser le déboisement, les routes, l'entrée d'accès, par exemple, ou la construction du bâtiment, si jamais il y a construction. Mais cette première portion-là, ça respecte notre réglementation sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ça va? Quelqu'un propose? Denis Leblanc propose. Merci. Même concept avec le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Cette fois-ci, c'est pour le lot 4 542 024 sur le 3e rang. C'est encore un lot qui va être subdivisé. Et il y a une partie de ce lot-là qui serait vendue. C'est pour ça que ça doit être validé et respecter le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Vous comprenez le concept, là, si on retourne juste sur la photo d'avant, excusez. Ouais, la partie en turquoise, c'est le lot qui est visé. À gauche de cette partie turquoise-là, sur la carte, là, c'est là où sont implantés quelques chalets là, qui ont été implantés il y a quelques années. Là, on se trouve plus dans la partie est de la montagne, là, à l'est de la chapelle. C'est là où il y a eu du gros déboisement là, qui en a fait réagir plusieurs, dont nous autour de la table. Donc là, on parle du propriétaire du lot en turquoise qui veut vendre une portion, que là, vous allez voir dans juste là. Donc, c'est le lot turquoise qui est mis qui est en évidence. La portion qui serait vendue, c'est là, celle où est le curseur. Donc, faire une route, une entrée d'accès pour vendre ce lot-là. Ça respecte notre règlement sur les PIA. La résolution, c'est pour permettre de lotir, de vendre cette section-là. Encore une fois, s'il y a des aménagements qui sont à faire, construire un chemin, couper des arbres, construire un chalet, quoi que ce soit, ça va devoir nécessiter d'autres validations auprès du CCU, s'assurer que ça respecte nos PIA aussi, et ça prend un permis de construction ou un permis pour faire quelques travaux que ce soit sur ce lot-là. Est-ce que ça va? Quelqu'un propose? Esteban Figueroa propose. Merci. 7.7, demande de démolition. Ce sont rares les demandes de démolition. On en a une au 136, route 132 Ouest, le lot 3 887 394. C'est un bâtiment qui est entre la rue Landry et la rue de l'Église, le secteur de Saint-Omer, qui abritait anciennement un marché aux puces, pour ceux qui étaient habitués. L'ancien marché aux puces qui n'est plus utilisé depuis des années. Puis c'est un bâtiment qui est en vente, mais le fait d'avoir cet annexe-là au bâtiment complexifie la vente.
Vous allez le voir. J'ai pas d'image. On n'a pas d'image du bâtiment? Ah, peut-être. Non, j'ai pas. Non. Mais vous voyez de quel bâtiment je parle, là? Donc, c'est l'ancien marché aux puces qui serait démoli, là, qui n'a pas de valeur patrimoniale pour la ville. Ça va permettre de faciliter sa vente, puis de peut-être d'améliorer le paysage, effectivement. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Régis Stéphane Figueroa propose. Merci. 7.8, maintenant, demande de construction de 14 logements résidentiels abordables avec le super pouvoir en matière d'habitation, entre guillemets. C'est vraiment comme ça qu'on l'appelle, au 30-32 rue Como. Le super pouvoir, c'est un nouveau pouvoir que les municipalités au Québec ont depuis peut-être 2 ans environ, là, devant toute la crise du logement. On a une série de réglementations sur l'émission de permis pour le zonage. Parfois, il arrive des options pour changer le zonage, puis ça peut prendre plusieurs mois en vertu de notre réglementation. Et avec ces super pouvoirs-là, si on respecte des critères donnés, c'est-à-dire qu'il faut que le taux d'inoccupation au Québec soit en bas de 3 %. Le projet doit être composé majoritairement de logements sociaux abordables. Le projet doit être situé dans un périmètre urbain. Il y a une série de critères qui sont respectés. Alors, c'est directement en face de l'Arena. C'est un projet qui est travaillé depuis plusieurs mois, même plusieurs années, par les habitations Tracadière. C'est un projet de 12 logements abordables. Finalement, ils ont avancé, puis maintenant, aujourd'hui, ils en sont à 14. Ils vont passer de 12 à 14. La réglementation permet 12 logements, mais 14 n'est pas permis encore. Ce qu'on veut faire ce soir, avec ce super pouvoir-là, c'est de passer de 12 à 14 sans devoir de tout passer par le processus habituel de changement de zonage qui pourrait prendre plusieurs mois. C'est une construction qui se ferait, si tout va bien, en 2026, au printemps ou à l'été 2026. Alors voilà, quelqu'un propose? Régis Leblanc propose. Merci. Développement économique et tourisme, 8.1, engagement pour l'implantation d'une borne numérique d'information touristique. C'est un réseau de bornes d'information touristique qui ont été implantées. C'est une initiative de Tourisme Gaspésie. Il y a 6 municipalités qui avaient été ciblées l'an dernier. Pour ça, on avait déposé notre candidature, on n'avait pas été retenu, mais ça fonctionne bien. Il y a Percé, il y avait Matane, Gaspé, New Richmond. Et là, ils ont fait une deuxième ronde pour ajouter. On a déposé évidemment notre candidature, on a été accepté. C'est une borne qui sera implantée à l'été prochain. C'est le fruit d'une collaboration en fait avec Tourisme Gaspésie, puis un financement de subvention du ministère du Tourisme qui paye 90% des dépenses. L'engagement de la ville, c'est 10%. Ça représente environ un projet de 50 000 à la charge de la ville, c'est environ 5 000 C'est une borne extérieure où les gens vont pouvoir aller et aller chercher de l'information touristique, voir un peu c'est quoi les attraits sur le territoire, qu'est-ce qu'il y a à faire, et vont même pouvoir échanger, parler avec quelqu'un avec une caméra pour si on a des questions, commentaires, un système de caméra de micro intégré à cette borne-là. Donc, franchement, intéressant comme projet. Alors, la résolution vise à confirmer notre intérêt et notre participation pour payer 10% des dépenses, donc environ 5 000 Ça va? Quelqu'un propose? David Landry propose. Merci. 9. Loisirs, culture et vie communautaire. 9.1. Soutien financier à la 4e édition du Festival international de journalistes de Carleton-sur-Mer. Il aura lieu 17-18 mai prochain. 15 au 18, c'est ça? 14 au 18, c'est ça que je disais. Du 14 au 18 mai prochain, ici même, évidemment, la Ville contribuait par le passé là, pour un montant de 12 000 Nous ont demandé de majorer la contribution cette année. Et avec cette résolution-là, si vous êtes d'accord, on passera de 12 à 17 000 On le justifie par le fait qu'il y a des frais. Toute la vente de billets, obligatoirement, là, tous les billets, toutes les activités qui se passent au Quai des Arts, les gens doivent utiliser la billetterie du Quai des Arts. Comme le Festival de journalisme utilise notre billetterie, il y a un frais de 3,75 par billet. Et eux, ils évaluent qu'il y a une bonne portion des billets qui vont être vendus pour l'événement qui vont se dérouler à l'église. Donc, pas dans le Quai des Arts. Ils n'auraient pas nécessairement à passer par la billetterie du Quai des Arts. Et le frais qui est occasionné pour ces billets-là, pour les activités qui auront lieu à l'église, ça représente environ 5 000 Ils nous ont demandé de réduire les frais. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on préfère maintenir là, la tarification de la billetterie, mais de bonifier la subvention de la Ville. Donc, on passerait de 12 000 à 17 000 pour la subvention qui est accordée au Festival international du journalisme, sachant qu'on va aller chercher des revenus supplémentaires aussi au niveau de la billetterie. Si ça vous convient, ça vous va? Mme Leblanc a fait la proposition. Merci.
En 10, travaux publics et bâtiments, pas de points ce soir. En 11, sécurité publique. 11.1, achat de 6 habits de combat incendie. C'est pour renouveler. Les habits de combat sont une durée de vie légale de 10 ans. Comme on a un service unifié par le passé, ben, on remplaçait l'ensemble des habits de combat là, une fois qu'ils arrivaient à la fin de vie. Maintenant, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'y aller avec on a de remplacer 6 par année pour avoir un roulement plus régulier. Ce qui fait que sur une durée de 10 ans, ben, l'ensemble des habits vont être remplacés. Mais au lieu d'y arriver avec une grosse charge une fois aux 10 ans, bon, on la répartit là, sur les 10 ans. Ça représente 17 910 comme toutes les dépenses d'équipement du service incendie. Ce montant-là est réparti entre les 4 municipalités du service, c'est-à-dire Escuminac, Nouvelle, Carleton-sur-Mer et Maria. Est-ce que ça vous convient? Quelqu'un propose? Alain Turcotte propose. Merci. 11.2, acquisition de camions incendies. Je l'ai mentionné tout à l'heure dans le règlement d'emprunt pour la ville de Carleton-sur-Mer et la municipalité de Maria. On va aller en appel d'offres. La résolution, c'est pour autoriser l'appel d'offres, autoriser notre directeur général à publier l'appel d'offres pour les 2 municipalités. C'est Carleton-sur-Mer qui va procéder au nom des 2 municipalités à lancer cet appel d'offres-là. Donc voilà. Ça va? Quelqu'un propose? David Landry propose. Merci. 12 prochaines séances. Elle aura lieu le 9 mars prochain, 19h toujours, la nouvelle heure. Vous n'avez pas d'autres sujets. Avant de vous passer la parole, j'invite les gens, s'il y a des gens en ligne qui ont des questions, déjà à les rédiger. Et on va passer au tour de table pour les membres du conseil. Commencez par Mme Leblanc. Merci à vous, Monsieur le maire. Premièrement, merci d'être là. Puis je vois entre autres des nouveaux visages, fait que c'est très agréable de voir des nouvelles personnes qui viennent nous voir. Toujours intéressant. Donc, dans mon cas, dans mes dossiers, c'est que le 23 janvier dernier, on a eu notre premier comité au niveau logement. Et dans cette rencontre-là, bien sûr qu'on a discuté de différents sujets qui nous préoccupent, qui nous concernent. On essaie toujours, bien sûr, de développer parce qu'on est très conscient qu'on manque de logement, qu'on n'a pas assez de terrain. En tout cas, on a tout regardé toutes ces options-là. Puis en plus, on a parlé des super pouvoirs. Puis là, M. May, il en a parlé justement ce soir. Il l'a mieux expliqué que moi. Fait que c'était nouveau pour moi. Puis j'aime bien ce terme-là. En tout cas, moi, je suis très contente, en tout cas, du moins, qu'on puisse avoir le logement abordable. Ça doit faire au moins 4 ans certains qu'on en parle, si je ne me trompe pas. Et c'est de voir que ça va se concrétiser normalement. Les travaux devraient débuter été 2026. En plus, pour mon autre comité, je vais commencer à avoir une première rencontre au niveau du comité Relations de travail. Et ce que j'entends, en tout cas du moins, c'est que l'année 2026 va être très intéressante. Il va y avoir des beaux petits défis. J'en ai pris un petit peu connaissance, mais je vais plus en savoir vendredi, parce que la première rencontre va avoir lieu vendredi après-midi. J'adore ça, j'en mange. Amenez-moi-en des dossiers comme ça. Merci. Madame Dallaire, merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, moi, j'ai un siège d'observatrice au conseil d'administration du Mont-Saint-Joseph, du parc régional du Mont-Saint-Joseph. On a eu quelques rencontres dernièrement. Et là, c'est beaucoup d'appropriation pour moi parce qu'avant, c'était M. Jean-Simon Landry qui siégeait sur ce siège d'observateur-là. Ce que j'en comprends, c'est que, j'imagine que je ne vous l'apprendrai pas, là, la chapelle a besoin d'amour, on va dire ça comme ça. Dans les dernières années, là, le parc régional a travaillé à consolider ses opérations, à bonifier l'offre de chalets, de location, le vélo de montagne, maintenant l'entretien des sentiers des arpents verts. Tout ça dans l'optique d'essayer de consolider les opérations puis essayer de se projeter dans l'avenir puis de garder la vocation patrimoniale. Ceci dit, des programmes pour financer des rénovations d'églises, il y en a très peu et je pense que ça ne se fera pas à coup de souper spaghetti, là, quand même, de rénover cette chapelle-là. Alors, c'est quand même un gros dossier là, que les administrateurs du Mont-Saint-Joseph portent là, d'essayer de sauver cette chapelle-là, puis de garder sa vocation, mais en essayant de renouveler un peu l'expérience au sommet de la montagne. Alors, je pense qu'on a beaucoup de pain sur la planche.
Ben, je dis on. Moi, je les observe et puis j'écoute et puis je suis le lien avec le conseil, mais aussi la communauté. Fait que bref, moi, c'est sûr que je vais les inciter. En tout cas, je pense qu'ils ont déjà l'intention de le faire, mais de venir informer la population des projets qui se trament sur la montagne parce que je pense que c'est quand même un joyau là, que la communauté a à cœur. Cette chapelle-là, qu'on soit croyant ou non, c'est quand même important dans la ville. Alors bref, il y aura un gros chantier en cours, j'imagine. Ouvrez vos oreilles, vous entendrez peut-être parler de chapelles, de rénovation et de projets grandioses à suivre. Et puis, je voulais en profiter pour saluer la solidarité de la communauté de Carleton-sur-Mer suite à l'incendie de l'école primaire de Carleton. J'ai quand même, en tout cas, je n'ai pas été étonnée, mais c'était quand même vraiment chouette de voir les citoyens se mobiliser, à donner des vêtements, à donner des jouets, des livres, etc. Là, ils ont mission accomplie, toutes les classes sont réaménagées, puis la communauté s'est vraiment mobilisée rapidement. Alors, ça m'a fait plaisir et chaud au cœur de voir que la communauté est toujours aussi solidaire. Voilà. Merci d'être là. C'est Turcotte? Bonsoir, merci d'être là. Je vois qu'il y a plus de dames que d'hommes. Essayez d'amener vos maris, ça va faire plus de monde. Moi, j'aimerais vous encourager à participer au février festif de Carleton, qui va se terminer jusqu'au 6 mars, donc toute la fin février et début mars. Il y a beaucoup de belles activités. J'ai été exemple, il y a un orchestre là, à l'OTJ à Saint-Omer. Il y a aussi il y a du curling aussi, toutes sortes de choses. Puis j'ai remarqué qu'il commence à faire beau, puis le soleil est plus sort, à aller marcher dans les sentiers pédestres. Le sentier Bastien, c'est magnifique. C'est très dur, c'est facile à marcher. Aussi, la promenade des Acadiens. Fait que profitez du beau temps. Merci. Merci. M. Leblanc. Bonsoir. Merci, M. le maire. Je vous avais parlé, pas la semaine dernière, le temps passe vite, à la dernière réunion, que pour la première fois, l'équipe culturelle du monde du spectacle allait rencontrer les gens qui font de la diffusion, mais sous la forme plus privée. Alors, cette réunion-là a eu lieu au grand bonheur de tous. Ça a été très apprécié. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que les gens qui sont les professionnels de la diffusion reconnus par la ville de Carleton comme étant les organismes culturels, on s'est assis avec les gens du privé comme la Marina, le Yumi et le Naufrageur. Évidemment, on a un calendrier très touffu tout l'été, très dense. Alors, on entendait des échos parfois qu'il y avait beaucoup de spectacles, il y avait des choses qui se chevauchaient, etc. Alors, on a vraiment travaillé ensemble. Déjà, depuis un an, la Ville avait mis à la disposition de tout le monde qui travaille dans la culture un calendrier qui est disponible pour les diffuseurs, pour y placer les offres de spectacle, etc., pour éviter de se piler sur les pieds. Fait qu'on a pris connaissance de chacune de nos réalités, les conditions des subventions pour certains, les conditions du privé, le marché pour arriver à garder du monde dans son bar, etc. Fait que ça a été vraiment très apprécié et ça va donner lieu à une concertation d'abord au mois de mai. On va regarder ensemble tout ce qu'on peut affiner pour éviter de la compétition. Donc, élément très positif. Dans la même semaine, on a eu le comité culturel, donc les gens qui occupent principalement le Quai des Arts et qui font de la diffusion reconnue par la Ville, où là, je vous parlais du fameux plan d'action. Bien là, on a vraiment resserré les orientations qu'on va prendre tout le monde ensemble pour utiliser l'enveloppe que nous avons investie la Ville et le ministère de la Culture. Le dernier point, je voulais vous parler aussi que je siège maintenant donc à certains comités de travail à la MRC. Fait que j'ai vécu mon premier comité territorial de développement social. Donc, là, je suis sorti de la culture pour entrer dans l'univers social. Ce comité-là siège à l'occasion pour recevoir les demandes de soutien financier qui viennent de différents chantiers de développement social et ensuite nous, on prépare les projets, on les analyse et ils sont soumis ensuite au Conseil des maires. Donc, c'est le grand développement social et j'apprends beaucoup. Comme Denis, c'était mon premier comité de travail. Fait que je suis content d'être là pour 4 ans pour soutenir les organismes de notre région. Voilà, si vous avez des questions, on est là. Merci. Merci. M. Figueroa.
Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est ma première séance publique depuis que 2026 a commencé. Je n'étais pas présent la dernière parce que j'ai attrapé un gros virus et je ne voulais pas vous le donner. Donc, c'est pour ça que j'étais absent à la mi-janvier. Sinon, je ne pourrais pas passer sous silence. Là, on a vu les petits cœurs bleus là, en soutien aux gens qui font face à cette abolition du programme, le PEC. Programme de l'expérience québécoise. En tant qu'immigrant de première génération, je suis vraiment solidaire avec ces gens-là, même si moi, ça fait longtemps que j'ai ma citoyenneté. Bien, là, il y a beaucoup de gens en ce moment qui ne savent pas qu'est-ce qui va arriver avec eux. C'est des gens qui décident d'aller ailleurs, vivre une nouvelle vie. Puis ça prend du courage. Donc, je mets ma solidarité avec ces personnes-là parce que je sais qu'ils doivent passer des moments d'angoisse. On va voir, espérons que les dossiers vont évoluer de la bonne façon. Et puis, sinon, mes dossiers au niveau local, je suis impliqué, comme vous le savez, plusieurs à l'OH, l'Office de l'habitation. À la dernière rencontre, il y a eu des annonces. Là, on va donner le soutien pour la construction de 14 logements à la place Bastien, qui va s'appeler. Donc, je suis ça de près. Il va y avoir la rénovation aussi des logements en arrière de l'église, la rue de la Fabrique. Là, on va rénover ça. La municipalité aussi donne le support pour ce projet-là. Donc, on tient vraiment là, à travailler au niveau du logement avec l'OH. Et puis, on a une rencontre du CA demain. Donc, je suis les dossiers là, au fur et à mesure que ça avance, puis je vous tiendrai au courant de comment ça avance. Je suis nouvellement impliqué avec mon collègue ici à côté de moi sur les comités consultatifs à l'urbanisme. Ça, c'est nouveau pour moi, un nouveau dossier que j'ai pris en charge. Et puis, toutes les demandes de dérogation, on les traite en comité consultatif. Puis on a de nouvelles membres du comité, donc tranquillement, là, on va prendre l'habitude de se côtoyer et de travailler nos dossiers. Donc, on vous tiendra au courant. Lorsqu'il y a besoin de précisions, soit David et moi, on pourrait vous en donner des précisions sur certaines décisions ou suggestions, parce que c'est un comité qui donne des suggestions, mais c'est vraiment les conseils qui décident sur la décision à prendre. Ça, c'est les dossiers sur lesquels je suis plus impliqué depuis la nouvelle année. Mais sinon, il y a d'autres dossiers sur lesquels je vais regarder bientôt comment ça avance. Là, il y a un comité vert de la ville de Carleton. C'est un comité de citoyens qui ne s'est pas encore rencontré en 2026. Là, je vais faire le suivi bientôt avec M. Louis Breton, qui est à l'urbanisme, qui coordonne, qui est aussi observateur. Je suis nouvel membre aussi du comité de Barachois, donc un dossier qui était à M. Régis Leblanc qui faisait partie de ces comités. Donc, moi, j'ai repris ça parce que je suis en charge aussi de regarder tous les volets environnementaux, adaptation au changement climatique et tout. Mais ça, c'est des dossiers qui tranquillement vont démarrer en 2026, puis je vous tiendrai au courant là, comment ça avance. Voilà pour ce soir. Bonne soirée. Merci. M. Landry. Je voudrais féliciter M. François Légaré, que je connais de vue, mais que je ne connais pas, puis qu'on va avoir le plaisir de travailler ensemble avec, fait qu'on va apprendre à connaître. Puis dans le fond, comme on dit, ça c'était important pour nous, le petit cœur bleu, parce que les autres vivent des moments difficiles. Puis avec ce qu'on vient de savoir pour le super pouvoir, maintenant on va peut-être arriver avec une carte bleue aussi pour notre super pouvoir pour les logements. On ne sait jamais. Merci. En attendant nos caps, la parole est à vous pour les gens dans la salle ou en ligne si vous avez des questions ou commentaires. Oui, madame. Moi, je ne suis pas une habituée. Mais je pense que la majorité me connaît, sauf peut-être Mme Amélie ainsi que M. Esteban. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que vous prévoyez apporter des correctifs au niveau de la sécurité sur le quai, ce qui inclut la partie supérieure, les escaliers et les rampes? Il y a des modifications. Je me demande s'ils ont été faits, là. Ça a-t-il été fait, la partie? Les poteaux sont installés. Il n'y a pas la côte. Il y a une portion, là, il y a une portion où il y a des rampes, là, puis il y a des grandes marches, là, ça avait été soulevé, là, on va aménager, les poteaux ont été installés, donc il va y avoir des aménagements. L'idée derrière ça, c'était de ne pas mettre de garde-corps pour ne pas entraver la vue, puis d'avoir quelque chose d'intéressant, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu des accidents, donc on corrige cette situation-là. Je ne sais pas si vous faites référence à ça ou à d'autres. Oui, je fais référence, justement, je trouve ça spécial assez, parce que je pense que peut-être la majorité le savent. Mon gendre est venu cet été et il est tombé. Fracture du tibia, de la cheville, 3 mois sans travailler. Donc, c'est un stress financier. Un stress aussi physique, physio, bottes de baroque et tout. Ils avaient fait une demande, une mise en demeure. Non pas de 50 000, ni de 20 000, ni même de 10 000. Et ça a été refusé. Puis je vais vous lire un peu ce que c'est qu'on lui dit.
Nos vérifications démontrent qu'aucun défaut d'entretien, de construction ou de conception du quai n'a été constaté. La conception de l'ouvrage a été réalisée et approuvée par une filiale d'architectes compétents et les plans et devis ont également été approuvés par des ingénieurs de pêche et océan Canada, conformément aux normes et exigences applicables. Le quai a été construit et maintenu selon les règles de l'art et standards reconnus. Fait que là, vous me dites que vous apportez des correctifs, mais eux autres, ils disent que c'est parfait. Oui, bien, en fait, effectivement, ça a été, je l'ai mentionné, mais là, dans le concept, évidemment, on a travaillé avec des professionnels, puis l'aménagement respecte les normes, puis on a compris qu'il est arrivé des accidents. Ça peut arriver un peu partout, donc, ben, pas un peu partout, mais je veux dire, c'est pas il y a des grandes marches là, plus hautes, vous connaissez le secteur amplement, là. Ça peut porter à confusion, mais c'est des aménagements qu'on voit un peu dans plusieurs espaces publics. Nous, ce qu'on a décidé de faire devant cette situation-là, c'est d'ajouter des espèces de rampes de protection. Mais mettons la petite rampe, là, ben, votre expert, elle l'a qualifié de rampe d'handicapé pour Chihuahua. Fait que c'est pour vous dire un peu qu'elle était un peu dangereuse. Puis je pense pas que les lignes que vous avez mises, ça empêche quelqu'un de tomber. Là. Non, mais là, on va aller plus les lignes. Là. Il va y avoir comme des garde-corps, des poteaux avec du cordage qui vont être installés. Ouais, c'est ça. J'avais comme une double. Je me disais, s'ils me disent que c'est conforme, puis là, vous me dites que vous autres, vous allez apporter des correctifs. Je voulais juste vous donner mon impression. J'ai été déçue de la manière que ça a été traité par la Ville. Très déçue. Bien, je comprends. Puis, je pense que la réponse, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'omission, il n'y a pas d'erreur de la part de la Ville. Maintenant, on peut faire les choses différemment. Ce qu'on constate, c'est qu'après les demandes, puis après ces événements-là, on va apporter des correctifs. Mais pour corriger, on ne veut pas que ça arrive. C'est vraiment c'est pas des situations qu'on souhaite voir arriver. Il y en arrive des accidents. Si on peut améliorer les choses, ben c'est ce qu'on va faire. Mais c'est pas quelque chose qui avait été anticipé et qu'on pensait au départ. Mais c'était quand même pas la première fois qu'il y avait des gens qui se blessaient là. Il est déjà arrivé, effectivement, à d'autres instants. Ils n'ont peut-être pas tous été signifiés à la Ville, là, mais oui, c'est arrivé plus qu'une fois. Oui. Vous avez raison. Mon intervention, c'était justement juste pour vous dire que j'étais déçue. J'ai été très déçue de ma Ville. C'est noté. Oui? Ben, pour continuer sur Mme Leblanc, la Ville est propriétaire de certaines infrastructures. Vous avez sûrement vous avez une responsabilité civile, on paye toutes des assurances. Alors pourquoi, je ne sais pas pourquoi, si cette infrastructure-là du bout du quai appartient à la Ville, on le sait que ça appartient à la Ville, et que l'accident, là je vous pose la question, je n'ai pas de jugement là, si ça appartient à la Ville et qu'il y a eu un accident là, mais il me semble que la Ville devrait prendre ses responsabilités et payer le dommage. Moi, s'il y a quelqu'un qui se casse une jambe chez moi, je suis rassurée, moi. Je vais payer, monsieur le maire, là. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas payer? D'après ce qu'a dit, madame? Ben, c'est pas tout à fait ça, là, mais oui, on a une couverture d'assurance, mais je vais peut-être laisser M. Audette, là. Tu sais, la procédure, c'est la procédure assez standard qui arrive, là. Tu sais, effectivement, la Ville est propriétaire de plusieurs infrastructures, les rues, etc. Fait que, on a effectivement une police d'assurance responsabilité civile. Puis, quand on reçoit des cas qui arrivent des accidents de différentes natures, que ce soit lui dont on parle ce soir ou d'autres, ben, nous, on réfère ces demandes-là à notre assurance. Parce que dans le fond, c'est lui qui a à établir si l'accident engage la responsabilité de la Ville ou non. Et donc, dans ce cas-ci, en fait, la réponse de notre assureur, ça a été que l'accident qui s'est produit, puis je comprends la déception, là, puis je veux dire, mais il s'est produit un accident, ça ne veut pas dire que la Ville a été négligente, étant donné que le site, le site était construit selon les normes, selon les plans d'architecte et respectait les normes. Il y a eu un accident, donc, dans le fond, l'assureur, ce qu'il dit, c'est qu'il y avait bien eu un accident, mais ça n'engage pas la responsabilité de la Ville. Puis ça, écoutez, des poursuites, on en reçoit quelques-unes par année. Des accidents, il y en a quand même assez couramment. C'est la procédure habituelle. Puis nous, écoutez, on doit s'en remettre à eux, là, parce que, je veux dire, c'est notre assureur, puis c'est lui qui va, si dommage il y a, payer les dommages. Donc, dans le fond, ils ont aussi, c'est pour ça qu'on a des assurances, là.
Donc, en ce sens, je comprends, il y a un accident, mais dans ce cas-ci, on conclut que la responsabilité de la ville n'a pas été engagée. Ça reste que Donc, c'est quand même aberrant dans le sens que vous apportez des correctifs, mais eux, ils disent que c'est correct. Oui, mais tu sais, ça n'empêche pas de... L'un n'empêche pas l'autre. On a même discuté avec notre assureur, puis tu sais, c'est pas en mettant des mécanismes, des infrastructures de protection additionnelles que ça engage plus la responsabilité de la ville pour l'incident. Ouais, mais il en reste que pour moi, les assureurs ont visité avec un drone certain. Ils sont pas venus visiter le quai certain parce que moi, j'y vais régulièrement. J'y allais. D'ailleurs, j'ai tellement chialé ici par rapport à ça, vous le savez. Puis pas rien que moi, là, tu sais, depuis 2 ans qu'on chiale, que ça manque de sécurité dans cette partie-là. Ça fait que c'est la responsabilité de qui, dans le fond, là, tu sais? C'est la responsabilité de la ville, ce sont vos lieux. Puis là, je vais chialer. Puis ne venez pas dire que actuellement c'est sécuritaire, là. OK? Il n'y a pas d'aucun soin s'il y avait un cordage. C'était très facile de sécuriser les lieux. Moi, je connais 3 personnes qui ont été blessées assez gravement là. C'était tout simplement, au lieu d'engager un architecte pour mettre un petit câble jaune, OK? Il fallait tout simplement qu'ils prennent les gros bacs à fleurs et qu'ils les amènent sur le bord. Il n'y a personne qui aurait sauté par-dessus le bac, je vous le jure. Comprends-tu ce que je veux dire, monsieur? Oh, oui, je comprends tout à fait. Mais on a mis les installations, il va être complété pour la prochaine saison. On espère bien. Pour la prochaine saison estivale, là, donc... C'est tout ce que j'avais à dire. Je souhaite à personne. Non, puis on ne veut pas que ça se produise non plus. L'expert en sinistre est venu sur place, là, juste pour corriger. Quand on les mandate pour un cas comme ça, ils sont venus sur place, ils ont fait le tour de l'infrastructure, ils sont venus consulter les documents de l'hôtel de ville, ils ont parlé avec le personnel responsable. Ils font quand même... Je comprends que la conclusion, là, j'aurais dit, comment dire, peut être contestée, mais ils font quand même leur travail sérieusement. Il ne demandait même pas, le monsieur ne demandait même pas 10 000 $, tu sais, pour 3 mois de béquille ou de je sais pas quoi, puis de... Tu sais, c'était pas les... C'est pas en mer à boire, là, en bas de 10 000, là. Tu sais, pour tout ce que le pauvre homme a subi de vacances brisées, puis de travail perdu, puis de... Tu sais, de tout ce que vous voulez, là. Puis de peine pour son petit garçon de 10 ans qui n'a pas pu se baigner avec son père. Puis de peine parce qu'il n'a pas pu aller dans la trampoline avec son père. Puis qui ont été obligés d'annuler une fin de semaine en vacances famille. Non, on comprend. C'est des situations qui sont... C'est des tristes situations, là. On ne veut pas que ça se reproduise. Non, moi, je voulais vous tenir au courant que ce que vous faites, vous me dites que vous apportez des correctifs, tant mieux. Mais qu'on vienne me dire que tout était conforme, je me pose des questions. C'est ça. Ben, c'est la réalité. Oui. Je n'ai pas l'intention de poursuivre plus longtemps et plus à fond. Merci. D'autres questions, commentaires? André Mathieu. Au sujet de la qualité de l'eau. Oui. Je voulais juste savoir qui est le responsable du système de distribution de l'eau potable. En fait, ultimement, c'est notre directeur des travaux publics, mais on a des employés qui sont formés pour contrôler la qualité de l'eau. Ça prend une formation spécifique. Il y a 2 employés de mémoire aux travaux publics qui ont cette formation-là, qui vont procéder à l'échantillonnage, qui vont transférer. Et étant donné que il y a 2 puits d'alimentation d'eau à la ville, est-ce qu'il y a des échantillonnages aux 2 puits? Oui. Parce que l'eau de Saint-Omer n'est pas la même que celle de Carleton. Il y en a peut-être ailleurs aussi. Là. Je ne sais pas si c'est uniquement dans les stations. Là, mais oui, assurément. Oui. Ça, les résultats, d'ailleurs, tous les résultats des analyses sont publiés sur le site web de la ville. Ça, c'est une firme indépendante qui fait ces analyses-là. Et on trouve ça où? Je ne pourrais pas vous donner le chemin. Vérifier là, sur le site des travaux publics, il y a une partie là. Il y a la partie eau là, aqueduc, eau usée. D'accord. En parlant d'eau, avant de laisser le sujet, votre plante a bien mauvaise mine. Il me semble que dans pas une cour municipale, mais un bâtiment public devrait être mieux entretenu que ça. Vous pourriez avoir des plaintes, des amis des plantes. Ouais. On a des défis avec les plantes. Là. Il y en a qui sont trop arrosées, puis il y en a qui ne sont pas assez. Là. Fait que ça dépend des... Il faut trouver un juste équilibre, là, mais on va essayer de remédier. Merci. Merci. Autre question? Est-ce qu'il y avait des questions en ligne? Je vérifie. Non. Dans la salle. Ça va? J'ai besoin d'une proposition.
proposition pour terminer la rencontre. Madame Leblanc propose la levée de la séance. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.